retour donc sur le plateau du Grand Direct avec le débat, comme chaque mercredi, des analystes de la chaîne. On retrouve Dror Even-Sapir. Bonsoir Dror. Bonsoir. Et Daniel Haïk qui nous rejoint. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jean-Charles. Alors on va essayer d'évoquer les sujets marquants de cette semaine, de cette journée qui est d'ailleurs en train peut-être de s'écrire actuellement avec cet entretien marathon entre John Kerry et Benjamin Netanyahou qui a lieu à Rome. On en a parlé tout à l'heure dans le journal. On va essayer de savoir ce qui bloque ou ce qui ne bloque pas peut-être d'ailleurs dans ce processus de paix et ces négociations entre Israéliens et Palestiniens qui ont repris il y a maintenant quelques mois. Alors tout d'abord, on n'a pas d'indiscrétion de ce qui est en train de se dire à Rome, tout près du Vatican. Daniel Haïk, il n'y a pas de fumée là qui va sortir de l'entretien entre John Kerry et Benjamin Netanyahou. Hein. Mais il peut se passer quelque chose. On pourrait sentir un léger frémissement. D'abord parce que les négociations israélo-palestiniennes qui ont débuté il y a 2 mois et demi environ se sont soudainement accélérées ces derniers jours. C'est-à-dire il y a eu au total 13 ou 14 rencontres très discrètes et la semaine dernière il y en a eu 3 ou 4. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a une deuxième raison, c'est que technique. C'est que les Américains n'auraient apparemment pas fourni toutes les informations concernant les négociations avec l'Iran à Israël. Et Benjamin Netanyahou voulait absolument tout savoir. Et il a été convenu apparemment d'un commun accord que cela ne se passerait pas par voie, dirons-nous, de téléphone, mais directement dans le cadre d'une rencontre comme celle qui se tient actuellement à Rome. Donc, il se passe quelque chose et sur l'axe israélo-palestinien et aussi sur l'axe iranien. Et d'une certaine manière, il y a un lien. Là, je sens qu'on a le sentiment, effectivement, que Benjamin Netanyahou veut faire ce lien dont on a déjà parlé, qui avait été mentionné ou sous-entendu par Barack Obama, entre les négociations, des progrès dans les négociations avec les Palestiniens, oui, mais à condition que vous restiez ferme sur le dossier iranien, sur les sanctions contre l'Iran, pourrait dire Benjamin Netanyahou à John Kerry. Donc un blocage qui n'interviendrait pas, comme on le laisse penser, de la part de Benjamin Netanyahou dans ces négociations, parce qu'on a quand même l'impression que tout semble venir de lui dans ce blocage, non, Dror Even-Sapir ? Les Américains, en tout cas, attendent plus de Benjamin Netanyahou peut-être que de Mahmoud Abbas, parce qu'ils considèrent que c'est à Israël de faire le plus de concessions et qu'effectivement Israël a beaucoup à perdre si les négociations en arrivent à échouer. Pour Benjamin Netanyahou, l'essentiel, la priorité des priorités, c'est empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, de devenir une puissance nucléaire. Et si pour parvenir à cet objectif, il faut passer par des concessions sur le dossier palestinien, peut-être que Benjamin Netanyahou serait disposé à en faire. Encore faut-il composer avec un gouvernement qui ne veut pas en entendre parler, en tout cas pour la majorité, pour sa majorité, avec un Likoud qui s'est quand même radicalisé, droitisé, qui est peut-être plus proche qu'auparavant du mouvement des implantations dans les territoires. Donc c'est pas une mince affaire. La marge de manœuvre de Benjamin Netanyahou est assez réduite. Et puis d'ailleurs, Benjamin Netanyahou a envoyé un message, assez bizarrement, un message de soutien aux habitants juifs, aux habitants israéliens de la partie juive de Hébron, l'une des villes les plus sacrées de la Cisjordanie. Pourquoi envoyer ce message maintenant ? Est-ce que c'est préparer le terrain à d'éventuelles concessions ? Est-ce que c'est répondre à une inquiétude qui vient effectivement de ces milieux, des milieux des implantations israéliennes, comme quoi peut-être Benjamin Netanyahou serait prêt à faire des concessions à leurs dépens, aux dépens des habitants des implantations. Il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais effectivement, on a l'impression peut-être qu'il se passe quelque chose. Dans quel sens ça va ? C'est un peu dur de répondre. Alors, Daniel Haïk, ce message-là, justement, à Hebron, qui peut être mal reçu, effectivement, par l'autorité palestinienne, encore une fois. Alors, je reprends encore, j'aime bien reprendre un peu l'aspect historique. On est aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, c'est le 15e anniversaire des accords de White Plantation. Les accords de White Plantation sont une démarche qui a permis une sorte d'avancée dans les négociations, mais c'était la première fois que Benjamin Netanyahou initiait une négociation et aboutissait à un accord avec les Palestiniens sous l'égide des Américains. Donc c'était à White Plantation, c'était donc il y a 15 ans.
Mais on sait aussi qu'ensuite, en fait, que rétroactivement, on sait que White Plantation a été le début de la fin du premier règne de Binyamin Netanyahou, du règne politique de Binyamin Netanyahou. Parce que tout de suite après, les concessions que Binyamin Netanyahou avait acceptées, c'était à l'époque, on a du mal à l'imaginer, c'était un retrait israélien de 13% de la Judée et de la Samarie. C'est ce qu'il avait accepté. Eh bien, tout de suite après, la droite israélienne s'est mobilisée, l'aile droite du Likoud, la droite israélienne religieuse, etc., s'est mobilisée et a tout fait pour que Binyamin Netanyahou chute. Et un an plus tard, il n'était plus Premier ministre. Alors, est-ce que Binyamin Netanyahou acceptera, là encore, d'aller de l'avant dans les négociations? Il veut rassurer un petit peu son électorat. Alors, il veut rassurer un peu tout le monde. Et je crois que pour revenir à la rencontre avec John Kerry, il est possible que ce soit Kerry qui veuille quelque chose. Kerry semble vouloir absolument passer à l'étape suivante dans les négociations. Il veut qu'il y ait un déclic qui se produise. Et ce déclic, apparemment, il ne peut se produire que s'il y a une rencontre au sommet entre Binyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. C'est peut-être ce que John Kerry est en train de demander. Ce que demande Abbas aussi aujourd'hui. Ce que demande Abbas aussi aujourd'hui. Est-ce que peut-être John Kerry est en train de demander à Binyamin Netanyahou? C'est difficile de connaître la réponse. On attendra la sortie de cette réunion. Mais il faut essayer de passer à l'étape suivante. Vous le sentez prêt, Dror Even-Sapir, Netanyahou a rencontré Abbas là en tête-à-tête maintenant, à cet instant-là de... Il l'a dit déjà à plusieurs reprises. Hein. C'est ça qu'on a un peu tendance à oublier, c'est que Binyamin Netanyahou, depuis que ce processus de négociation avec les Palestiniens est lancé, même auparavant, Binyamin Netanyahou a dit et redit qu'il était prêt à rencontrer Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas prend la balle au bond en quelque sorte. Donc les conditions a priori sont réunies. Les deux hommes sont disposés à se rencontrer. Peut-être que ce qui est en train d'être discuté en ce moment même à Rome, ce sont les modalités de ce sommet, un sommet qui pourrait être tripartite avec bien évidemment la participation des Américains. Et à propos de la participation des Américains, l'émissaire américain, le médiateur américain Martin Indy, qui va commencer à participer avec beaucoup plus d'intensité aux séances de pourparlers entre Israéliens et Palestiniens. C'est un signe qui ne trompe pas sur peut-être l'inquiétude des Américains qui voient un processus de paix, un processus de pourparlers qui n'avance pas vraiment, qui patauge un petit peu, qui fait du surplace. Donc les Américains s'impliquent bien davantage. Il y a aussi à remarquer que Martin Indyk n'est pas à Rome, ni même Tzipi Livni. Ils sont restés à la journée. Par contre, les ambassadeurs respectifs, Dan Shapiro, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, et le nouvel ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Ron Dermer, sont à Rome. Et un troisième personnage important est à Rome, Yitzhak Molcho, l'éminence grise en quelque sorte de Binyamin Netanyahou, qui est le représentant direct du Premier ministre dans les négociations. Parce que Binyamin Netanyahou n'aurait pas voulu laisser Tzipi Livni négocier seul, puisque les options de Tzipi Livni ne sont pas forcément les mêmes que celles de Binyamin Netanyahou. Donc son représentant, son fidèle conseiller, l'avocat Yitzhak Molcho, est présent à toutes les séances de négociation et il est à Rome actuellement aussi. Alors effectivement, comme le dit Dror, Binyamin Netanyahou veut surtout montrer que c'est lui qui gère ces négociations. Mais le jour où Tzipi Livni, justement, met en garde un petit peu contre un blocage qui pourrait conduire à une reconnaissance unilatérale. C'est un petit jeu de ping-pong entre les deux pour montrer qu'elle aussi, elle conserve certaines prérogatives dans les négociations. Si on ne parle pas d'une même voix dans de telles négociations, il n'y a aucune chance que ça aboutisse, non? Bon, alors, il faut reconnaître que si on interroge quelques responsables israéliens, on est plutôt sceptique quant aux chances d'aboutir, de voir ces négociations aboutir. Il semblerait qu'on ait déjà abordé certains sujets du cœur des négociations, comme par exemple le problème des réfugiés palestiniens, comme par exemple le problème des frontières. On en a parlé à travers la vallée du Jourdain. On n'a pas encore parlé apparemment de Jérusalem, mais il ne semble pas qu'il y ait de véritables percées dans l'un de ces dossiers. Et puis il y a un point aussi qu'il faut mentionner, c'est que la semaine prochaine doit intervenir la deuxième libération des prisonniers palestiniens. C'est la semaine prochaine, c'est prévu pour être la semaine prochaine. Et donc il est clair, il y a aussi peut-être de la part des Palestiniens aujourd'hui une volonté de ne pas envenimer les choses afin que les Israéliens libèrent les prisonniers palestiniens. Et c'est peut-être aussi ce que demande John Kerry à Binyamin Netanyahou en ce moment. Vous êtes d'accord? Vous pensez que cette libération aura lieu le 29, Dror? Date prévue? Oui, c'est quasiment certain. Les Palestiniens, pour les Palestiniens, cette question de la libération des prisonniers, elle est cruciale, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait imaginer. Et pour Israël, la poursuite des négociations l'est tout autant, d'autant plus
si l'on replace cette séance de pourparlers dans le cadre plus général, encore une fois, des négociations entre les grandes puissances et l'Iran. Maintenant, on pourrait s'interroger sur ce qui risquerait de se passer si les négociations échouent, si Israéliens et Palestiniens ne parviennent pas à se mettre d'accord, ce qui semble être le scénario le plus probable. Encore une fois, comme l'a dit Daniel, il se pourrait que d'ici quelques mois, les États-Unis proposent leur propre vision des choses, leur propre vision de ce que pourrait être un accord israélo-palestinien aux deux partenaires, aux Israéliens et aux Palestiniens, et en leur disant, regardez, c'est à prendre ou à laisser. Voilà ce que nous, on considère être les modalités d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Et là, tant les Israéliens que les Palestiniens seraient dans une situation des plus délicates. Allez, je voudrais qu'on dise un mot quand même de ces élections municipales, scrutin politique quand même. Alors, c'était en Israël, c'était hier. Il y a des pays comme la France où on regarde les élections locales en se disant tiens, ça peut influer sur un vote national et on essaie de faire des projections. Là, en Israël, on a l'impression que c'est vraiment un scrutin à part que ces élections municipales et que ça n'a aucune incidence sur la vie politique nationale. Je me trompe ou pas, Daniel Haïk ? Vous ne vous trompez pas. Ce sont bien sûr des élections politiques, mais on ne peut absolument pas calquer les résultats des municipales sur l'échelon national, sur les élections législatives pour la Knesset. Impossible de le faire puisque d'abord il y a eu toutes sortes d'alliances et puis la plupart des candidats qui se présentent, lorsqu'ils se présentent, même s'ils ont des orientations politiques qui sont propres, ne se présentent pas sous l'étiquette de leur parti. Ils se présentent souvent sous des étiquettes indépendantes. C'est le cas par exemple de Nir Barkat qui a été réélu à Jérusalem. Et puis donc on voit que finalement, ce sont surtout les maires qui ont réussi, ceux qui ont réussi quelque chose dans leur propre mairie, dans leur municipalité, qui sont réélus. Et il y a une proximité entre l'électeur et l'élu qu'il n'y a pas à l'échelon national. On sait très bien qu'avec le système politique israélien, les électeurs à la Knesset, les élus à la Knesset sont automatiquement, dès qu'ils sont élus, ils peuvent s'éloigner de leur électorat, ils ne lui sont plus redevables, ce qui n'est pas le cas au niveau municipal. Alors, est-ce qu'il y a quand même des enseignements politiques à tirer de cette élection ? Par exemple, le parti Chasse, dont on dit qu'il avait misé gros sur certains candidats qui n'ont pas réussi. Alors, on pense tout de suite au scrutin à Jérusalem et au pari et à cette alliance en fait un petit peu contre nature entre Avigdor Lieberman, l'un des leaders de la droite israélienne et très populaire parmi les immigrants russophones d'un côté, et qui est très laïque finalement, en tout cas dont le parti est assez laïque, et Aryeh Deri, le leader du parti religieux oriental Chasse. Ces deux hommes politiques qu'on considérait comme étant un petit peu des faiseurs de roi en Israël. Parmi les politiciens les plus retors, les plus influents, ont avancé un homme politique assez inconnu et qui manquait de charisme, Moshe Leon, à Jérusalem comme challenger pour ravir la mairie au maire sortant Nir Barkat. Leur pari a échoué. Et d'ailleurs, c'est pas un échec total parce que Moshe Leon a tout de même eu une partie importante de l'électorat de Jérusalem. Donc on considère, les analystes politiques en Israël considèrent que c'est un échec sérieux pour deux personnalités politiques, encore une fois de premier plan, Avigdor Lieberman et Aryeh Deri. Maintenant, il y a d'autres enseignements. L'un de ceux qui m'a le plus intéressé et qui m'a le plus inquiété également, c'est le faible taux de participation. Oui, alors, c'est pas un phénomène uniquement israélien, c'est un phénomène qu'on retrouve dans quasiment toutes les municipales ailleurs peuvent quand même intéresser. On dit c'est quand même le scrutin qui concerne le plus les gens. Et bizarrement en Israël, ça semble ne pas être le cas. Là, je crois qu'il y a deux problèmes. C'est que d'abord, c'est pas la journée de vote pour les municipales n'est pas une journée chômée comme c'est le cas pour les élections à la Knesset. Il faudrait que le soit d'ailleurs. Et puis c'est un peu pas tout à fait exact de dire que il n'y a pas d'engouement. Il y a un engouement. Plus les municipalités sont petites, plus les villes sont petites, plus le taux de participation est élevé. Mais plus les municipalités sont grandes, comme les grandes villes de Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, moins le taux de participation est élevé. Et là, c'est en fait... J'ai vu 31%, je crois, de participation à Tel Aviv. Oui, c'est quasiment. Et alors, à Jérusalem, il y a aussi le fait qu'un tiers de la population arabe palestinienne de l'Est de Jérusalem ne vote pas. Donc, donc il faut tenir compte de ce facteur. Comment ? Quasiment pas. Il boycotte le scrutin. Quasiment pas. Et donc, mais il y a aussi le fait que dans les grandes villes, dans le cas précis, cette fois-ci, on avait le sentiment que les maires étaient très populaires et qu'ils allaient être réélus. C'est le cas pour Nir Barkat, pour Ron Hulda et pour Yona Yahav à Haïfa. Donc,
il y avait ce sentiment. C'est peut-être qu'il y avait une démobilisation d'emblée d'une partie de la population qui ne voulait pas se déranger pour aller voter. Oui, un sentiment de manque d'enjeu, parce que ces maires de la vie générale, même s'ils sont assez peu populaires, ont fait du bon travail. Donc, ils n'avaient pas vraiment de soucis à se faire pour leur réélection. C'était la vie générale et on parle des grandes villes, on parle de Tel Aviv, de Haïfa. À Jérusalem, il y avait un combat plus serré, mais Tel Aviv, Haïfa et d'autres grandes villes d'Israël, avec des maires appréciés, et donc un électorat finalement assez peu mobilisé, parce que c'est un électorat qui savait très bien que leur maire allait être réélu pour un nouveau mandat. Par contre, au niveau des villes moyennes, il y a eu pas forcément une participation plus élevée, en tout cas plus de renversement politique, avec des mairies qui ont changé de main quand même. Bon, bah c'est quand même, ça reste quand même un des enseignements politiques de ce scrutin municipal. Merci à tous les deux, Daniel Haïk, Dror et Ben Sapir. On se retrouve évidemment chaque semaine. L'entretien entre John Kerry et Benjamin Netanyahou n'est toujours pas terminé, mais évidemment, on vous en tiendra informé sur Actu24 News tout au long de cette soirée. Le grand direct continue dans un instant, juste après le journal. Je recevrai deux acteurs français prestigieux, Patrick Timsit et Thierry Lhermitte. On parlera d'une pièce de théâtre qui a connu un succès mondial, inconnu à cette adresse. Très bonne soirée, le journal arrive.